Mon propre mari a volé 94 000 € et fondé une famille secrète. Mon fils de 5 ans a appelé la seule personne. YouTube. Certaines choses laissent des marques qu'aucun laps de temps ne peut effacer complètement, pas sur votre peau, mais quelque part plus profondément, dans la partie de vous qui croyait autrefois que la personne dormant à vos côtés ne deviendrait jamais la chose que vous craigniez le plus. Je le sais maintenant. Je l'ai appris un mardi soir de novembre, alors que la pluie tombait si fort qu'elle faisait trembler la fenêtre de la cuisine et que la main de mon mari s'est abattue avec encore plus de force. Je n'ai pas crié. Cela m'a surprise, même sur le moment. Après tout ce qui s'était accumulé au cours de nos 3 années de mariage, les petites cruautés, l'argent que je lui remettais, les amis que j'avais cessé d'appeler parce qu'ils ne les aimaient pas, quand le moment est enfin arrivé, je n'ai pas fait un bruit. J'ai simplement heurté le sol en lino de notre appartement lyonnais et je suis resté là. Une main pressée contre mes côtes, je regardais ses chaussures faire les 100 pas devant moi comme un métronome. Il s'appelait Julien. Julien Laurent. Quand nous nous sommes rencontrés, il était le genre d'homme qui tenait les portes ouvertes et se souvenait de ce que vous commandiez au café. Il riait facilement, dépensait l'argent avec générosité et m'a dit, lors de notre 3e rendez-vous, que j'étais la personne la plus terre à accent grave terre qu'il ait jamais connue. J'avais 28 ans et je travaillais comme infirmière pédiatrique à l'hôpital pédiatrique de Lyon. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui en valait la peine. Je n'ai vu l'autre facette de lui qu'après notre mariage. Ce soir-là, il était furieux à propos d'argent. Il était toujours furieux à propos d'argent, mais cette fois-ci, il s'agissait du compte d'épargne joint que j'avais ouvert à nos 2 noms lorsque nous avions emménagé ensemble. Il l'avait déjà vidé 2 fois auparavant. À chaque fois, je posais des questions, il m'expliquait et je le croyais. Cette fois, j'ai demandé à voir les relevés bancaires, et c'était apparemment impardonnable. « Tu penses que je te vole ?» Sa voix avait cette monotonie particulière qui était pire que des cris. Ce ton froid et silencieux qui signifiait que la représentation était terminée. « Tu penses que je ferais ça à ma propre femme ?» Je lui ai répondu que je ne pensais rien. Je voulais juste voir les chiffres. Il a donné un violent coup de pied dans le placard à côté de ma tête. Le bruit a fendu l'air et j'ai tressailli si fort que mon épaule a heurté le plan de travail en tombant. Une douleur a transpercé mes côtes du côté gauche. Aiguë, immédiate, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Je ne pouvais plus respirer à cause de la douleur. Je me suis recroquevillé sur le sol et j'ai pressé ma main à cet endroit, essayant de me maintenir en un seul morceau. Julien a baissé les yeux vers moi. Quelque chose a traversé son visage, pas du regret, pas même de la reconnaissance. Il a juste vérifié son téléphone, l'a glissé dans sa poche et a dit qu'il sortait. La porte d'entrée s'est refermée. Je suis resté allongé sur le sol de la cuisine et j'ai compté mes respirations. 1, 2, 3. La pluie continuait de tomber. Du bout du couloir est venu le son que je redoutais le plus, le léger grincement d'une porte, le crépitement de petits pas, puis la voix de mon fils. « Maman ?» Léo avait 5 ans. Il avait mes yeux et la mâchoire de Julien, et une façon de pencher la tête quand quelque chose le tracassait qui me brisait le cœur à chaque fois. Il est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine dans son pyjama dinosaure, serrant contre lui le lapin en peluche avec lequel il dormait depuis qu'il avait 1 an. Il m'a fixé sur le sol et n'a rien dit pendant un moment. J'ai essayé de sourire. « Tout va bien, mon chéri. » J'ai juste glissé. Il a regardé le placard. Il m'a regardé. Il avait 5 ans, mais il n'était pas dupe. Il en avait déjà trop entendu à ce stade. Je m'en voulais tellement pour ça, pour tout ce qu'il avait dû entendre. Il s'est avancé prudemment et s'est assis par terre à côté de moi, pressant son petit dos contre le meuble et se blottissant sous mon bras. Nous sommes restés ainsi pendant un moment. Je n'ai pas pleuré. Je m'étais habitué à ne plus pleurer depuis des mois parce que cela empirait les choses. Au bout de quelques minutes, Léo a plongé la main dans la poche de son pantalon de pyjama. Ces petits pyjamas ont des poches si minuscules et en a sorti mon téléphone portable. Je l'avais laissé sur la table basse avant le dîner. Je ne savais pas qu'il l'avait pris. Il me l'a tendu très sérieusement. « Appelle papy », a-t-il dit. Je l'ai dévisagé. « Papy arrange les choses », a-t-il ajouté. C'est ce que fait papy. Mon père, René Mercier, n'était pas un homme riche. C'était un professeur d'histoire-géographie à la retraite vivant à Dijon, qui conduisait une camionnette vieille de 12 ans,
cultivait des tomates dans son jardin et appelait tous les dimanches à 19h30 sans faute. Il était la personne la plus constante que j'ai jamais connue. Au décès de ma mère, lors de ma 3e année d'université, il a réuni l'argent nécessaire pour payer mes 2 derniers semestres en vendant son bateau de pêche, qu'il aimait plus que presque tout au monde. Il ne me l'a jamais dit directement. Je l'ai appris des années plus tard par ma tante. Julien ne l'avait jamais apprécié. Il disait que mon père était dans le jugement et que chaque visite lui donnait l'impression d'être surveillé. Petit à petit, au fil de notre mariage, j'avais cessé d'inviter mon père. J'avais cessé de répondre à ses appels dominicaux devant Julien. J'avais appris à le rappeler depuis le parking de l'hôpital, en parlant vite, guettant la voiture de mon mari. Léo n'avait rencontré mon père qu'une poignée de fois. Il se souvenait de chacune d'elles. J'ai regardé mon fils assis sur le sol de la cuisine dans son pyjama dinosaure, me tendant mon téléphone comme s'il s'agissait d'un objet sacré, et j'ai senti céder le dernier rempart qui me retenait encore. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il était plus de 22 heures. Il a tout de suite semblé alerte. Comme le font les parents quand quelque chose ne va pas. « Papa », ai-je dit, et puis je n'ai rien pu ajouter d'autre pendant un instant. Il ne m'a pas demandé d'explication. Il a dit « Quelle est l'adresse, ma chérie ?» Je la lui ai donnée. Il a dit « Ferme la porte de la chambre à clé. Ne l'ouvre pas tant que je n'aurai pas frappé 3 fois. Je pars tout de suite. » Le trajet de Dijon à Lyon dure 2 heures par beau temps. Mon père l'a fait en un peu moins d'1h30. Je ne sais pas à quelle vitesse il a roulé. Je ne lui ai jamais demandé. Léo et moi nous sommes enfermés dans la chambre, et je me suis assise contre la porte avec mon bras autour de lui et de son lapin, et nous avons attendu. Mes côtes me faisaient souffrir à chaque respiration profonde. J'étais presque certaine qu'au moins l'une d'elles était fêlée. J'avais soigné assez de patients en pédiatrie pour savoir ce que signifiait ce genre de douleur. J'ai juste continué à respirer malgré tout, j'ai serré mon fils contre moi et j'ai compté les minutes. Julien n'est pas rentré cette nuit-là. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, cela m'a effrayé encore plus, de la même manière que le silence après une tempête semble parfois pire que la tempête elle-même. Mon père a frappé 3 fois à minuit 47 du matin. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu, les cheveux gris et l'air fatigué, portant encore la chemise en flanelle qu'il avait dû attraper sur le dossier d'une chaise en partant, son regard se posant immédiatement sur mon flanc que je tenais à 2 mains, j'ai fini par me mettre à pleurer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il m'a serré dans ses bras pendant un long moment. Puis il a pris Léo, qui s'est endormi sur son épaule en environ 4 minutes. Il a allongé mon fils sur le lit, l'a couvert de la couverture, puis il est revenu dans l'embrasure de la porte, m'a regardé et a dit « Raconte-moi tout ». Je lui ai tout raconté. Ça a pris beaucoup de temps. Je lui ai parlé de l'argent, du compte d'épargne, des fois précédentes où Julien m'avait bousculé, m'avait attrapé le bras ou avait jeté quelque chose d'assez près pour me faire tressaillir. Je lui ai parlé des amis que je ne voyais plus et des appels du dimanche auxquels je répondais dans les parkings. Je lui ai raconté comment je m'étais convaincu, encore et encore, que ce n'était pas si grave, que je pouvais gérer la situation, que partir signifierait un échec. Mon père a écouté tout cela sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit « Tu ne passeras pas une nuit de plus ici. » J'ai répondu « Et l'école de Léo ?» Il a répliqué « Je le conduirai à l'école depuis Dijon s'il le faut. » Nous avons fait 2 sacs en 40 minutes. J'ai pris le lapin de Léo, sa couverture préférée et son sac à dos avec ses livres d'école. J'ai pris mes diplômes d'infirmière, nos passeports et la pochette de documents que j'avais préparés des mois auparavant, presque sans m'avouer pourquoi, acte de naissance, carnet de santé de Léo, notre livret de famille, le bail de l'appartement. Je les avais rassemblés et mis dans une pochette étanche au fond de mon placard. Une part de moi s'y préparait même quand je me disais le contraire. Mon père a tout chargé dans sa camionnette et nous sommes partis avant 2 heures du matin. Léo dormait sur la banquette arrière. J'ai regardé les lumières de Lyon disparaître dans le rétroviseur, j'ai pressé ma main contre mes côtes et j'ai respiré. L'hôpital près de chez mon père l'a confirmé le lendemain matin. 2 côtes fêlées. Le médecin, une femme discrète nommée docteur Lefebvre, m'a demandé 2 fois comment c'était arrivé. La 2e fois qu'elle a posé la question, elle a soutenu mon regard et n'a rien noté, et j'ai compris qu'elle me donnait une chance. Je lui ai dit la vérité.
Je lui ai tout raconté. Elle a tout documenté. Elle a pris des photos, elle m'a donné une brochure pour l'association départementale d'aide aux victimes de violences conjugales et le nom d'une avocate spécialisée à qui elle avait déjà adressé des patientes. Elle s'appelait Maître Sophie Moreau et elle avait la réputation, selon le docteur Lefebvre, de ne jamais perdre. J'ai appelé Maître Moreau cet après-midi-là depuis la table de la cuisine de mon père, pendant que Léo dessinait des dinosaures à l'autre bout. Elle a décroché à la première sonnerie et sa première question a été « Êtes-vous en sécurité en ce moment ?» J'ai regardé mon père debout devant la cuisinière en train de préparer de la soupe. J'ai regardé Léo dessiner un stégosaure. Oui, ai-je répondu. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je le suis. Ce qui a suivi n'a pas été un processus propre et linéaire. Je veux être honnête à ce sujet. Il n'y a eu rien de cinématographique dans les semaines qui ont suivi. C'était de la paperasse, des appels téléphoniques et l'apprentissage d'un vocabulaire que je n'avais jamais voulu connaître, ordonnance de protection, gel des avoirs, requête pour la garde et attestation financière. C'était Léo demandant où était papa et moi lui répondant que papa réglait certains problèmes, et le fait de voir mon fils accepter cette réponse d'une manière qui me disait qu'il s'attendait à quelque chose de ce genre depuis longtemps. C'était la partie qui m'anéantissait silencieusement à chaque fois. Julien, quant à lui, a fait ce qu'il faisait toujours lorsqu'il était coincé. Il a joué la comédie. Il a d'abord appelé pour s'excuser. Il a dit qu'il avait été soumis à une pression énorme, qu'il m'aimait et que rien de tel ne se reproduirait jamais. Les appels ont été enregistrés avec les conseils de Maître Moreau. Puis, il est passé à la colère. Il m'a envoyé des SMS disant que j'avais brisé notre famille, que j'utilisais Léo comme une arme, que j'allais le regretter. Ceux-ci ont également été sauvegardés. Ensuite, il est resté silencieux pendant 10 jours, ce qui, selon mon avocate, était la période où les gens étaient généralement les plus dangereux. Pendant ces 10 jours, j'ai mal dormi, j'ai laissé la lumière de l'entrée allumée et j'étais reconnaissante de la présence de mon père dans la maison. Puis Maître Moreau m'a appelé un jeudi matin avec un ton particulier dans la voix, le ton de quelqu'un qui a trouvé quelque chose. « Pouvez-vous venir à mon cabinet aujourd'hui » m'a-t-elle demandé. « Il y a des choses que vous devez voir en personne. » Mon père m'y a conduite. Nous nous sommes assis en face de l'avocate dans son petit bureau encombré de livres, et elle a ouvert un dossier sur son bureau. Au cours des 2 dernières semaines, a-t-elle dit, j'ai fait examiner par un expert comptable les relevés bancaires que nous avons réquisitionnés. Je dois vous expliquer ce que nous avons trouvé. Le compte d'épargne joint n'avait pas simplement été vidé par de mauvaises décisions. L'argent, mon argent presque en totalité ou puisque Julien avait un emploi instable depuis 2 ans malgré ses histoires de contrats et de clients avait été transféré via une série de transactions vers un compte détenu par une société à responsabilité limitée, SARL, appelée Horizon Solutions. Essentiel. La société avait été constituée 18 mois auparavant. Julien n'en était pas le propriétaire officiel. La gérante de droit était une femme nommée Camille Dubois. Qui est Camille Dubois a demandé mon père. Maître Moreau a tourné son ordinateur portable pour nous montrer. J'ai regardé la photographie sur l'écran et j'ai senti le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Elle avait une 20aine d'années. Je l'ai reconnue comme étant quelqu'un dont Julien m'avait parlé une fois, en passant, une ancienne collègue d'une mission de consulting qu'il avait eue avant notre mariage. J'avais vu son nom dans son téléphone à 2 reprises, et les 2 fois, j'avais accepté son explication avant même de formuler complètement ma question. Ils entretiennent une relation depuis environ 2 ans, a déclaré l'avocate. Notre détective l'a confirmé. Elle a poursuivi, observant mon visage. Il y a autre chose. Elle a fait glisser une photographie sur le bureau. Elle avait été prise avec un téléobjectif, un peu flou mais indéniable. Julien et Camille, devant un immeuble en banlieue lyonnaise, à Écully. Il avait une clé. À ses côtés, Camille tenait la main d'un petit enfant, un garçon d'environ 3 ans. L'air a quitté la pièce. Il a un fils, a dit doucement l'avocate, avec elle. L'enfant semble avoir environ 3 ans. Nous sommes encore en train de confirmer les détails, mais la chronologie correspond à la 2e année de votre mariage. J'ai regardé la photographie pendant un long moment. Mon père a posé sa main sur la mienne sur la table et n'a rien dit. 3 ans de mariage. Léo en avait 5. Ce qui signifiait que pendant que je soignais des patients, que je cuisinais, que je croyais à ses explications et que je lui remettais chaque euro de l'assurance vie de ma mère, dont j'avais dit à Julien qu'elle était pour notre avenir,
ils construisaient une vie séparée, un foyer parallèle. Une véritable famille à Écully, à 20 minutes de notre appartement, avec une femme dont on m'avait appris à accepter le nom sans poser de questions. Et la SARL Horizon Solutions Essentielles, a poursuivi Maître Moreau, en était le mécanisme. L'entreprise est essentiellement une société écran. Elle possède une adresse de domiciliation et n'a presque aucune activité, mais elle a reçu des virements directs totalisant 94 000 € depuis des comptes à votre nom sur une période de 18 mois. Nous pensons qu'elle servait principalement à payer le loyer de l'appartement à Écully et à financer leurs dépenses personnelles à tous les deux. 94 000 €. L'assurance vie de ma mère. Les économies que j'avais accumulées en enchaînant les gardes, en travaillant pendant les jours fériés et en choisissant de ne pas dépenser d'argent pour des choses dont j'avais envie pendant 3 ans. Tout cela avait été détourné, discrètement et systématiquement, vers une autre femme et un autre enfant. Je me suis assise dans le bureau de mon avocate et j'ai pris la même décision que toutes les femmes dans cette position finissent par prendre, celle qui survient lorsqu'il n'y a plus rien à perdre, sauf la vérité. J'ai dit, je veux aller jusqu'au bout. Maître Moreau a hoché la tête comme si elle s'y attendait. L'ordonnance de protection avait déjà été déposée et accordée. Le gel des avoirs a été appliqué la même semaine, couvrant chaque compte joint et tout compte que Julien avait ouvert au cours des 3 dernières années. Quand c'est tombé, son téléphone a recommencé à sonner de mon côté. D'abord confus, puis indigné, puis brièvement, et faussement, calme. Chaque message a été transféré à mon avocate. La mère de Julien, Elisabeth Laurent, m'a appelé un dimanche. J'avais toujours trouvé Elisabeth difficile, une femme qui aimait son fils de cette manière si particulière qui refuse de le voir tel qu'il est. Elle s'est présentée chez mon père sans prévenir un dimanche après-midi, et mon père l'a laissée entrer car c'est un homme qui croit qu'il faut écouter les gens. Elle s'est assise à la table de la cuisine et m'a dit que j'avais détruit son fils. Elle a dit que Léo avait besoin de son père. Elle a affirmé que Julien avait fait des erreurs. Elle l'a dit exactement comme ça, des erreurs, au pluriel mais minimisées, mais qu'il était un homme bon au fond, et que je l'avais poussé à bout en le questionnant comme je le faisais. Je l'avais poussé. J'ai écouté Elisabeth Laurent me dire que j'avais poussé son fils à me fêler 2 côtes, et quelque chose en moi est devenu très calme et très clair. J'ai dit, Elisabeth, je vais vous demander de partir maintenant. Elle a répondu, tu regretteras de traiter cette famille de cette façon. Mon père l'a raccompagnée à la porte. Elle a laissé une trace de café sur la table, d'une tasse à laquelle elle n'avait jamais touché. 2 jours plus tard, Julien a fait sa dernière tentative. Il a déposé une requête en urgence par l'intermédiaire de son propre avocat, un homme nommé Maître Girard, affirmant que j'avais emmené Léo dans un autre département sans son consentement et que j'entravais ses droits parentaux. Il s'est désigné comme le parent de référence et a suggéré dans le dossier que j'avais des antécédents d'instabilité émotionnelle liés au stress au travail. Maître Moreau m'a lu la requête au téléphone. J'étais assise dans la salle de repos de l'hôpital de Dijon où j'avais pris des remplacements en tant qu'infirmière. J'ai écouté le vocabulaire de Maître Girard sur mon instabilité émotionnelle et j'ai ressenti, pendant environ 30 secondes, cette vieille peur familière. Puis j'ai pensé à ce que la requête de Julien impliquait. Elle exigeait qu'un juge nous regarde tous les deux. Elle exigeait une audience. Elle exigeait des preuves. J'avais les photos de mes côtes prises par le docteur Lefebvre. J'avais 4 mois d'appels enregistrés. J'avais l'expertise financière. J'avais les SMS de Julien. J'avais Maître Moreau. J'ai dit à mon avocate, donnons-leur leur audience. L'audience a été fixée à un mercredi matin de février. J'ai fait le trajet depuis Dijon la veille au soir et j'ai séjourné chez une collègue qui avait un appartement près de la Croix-Rousse. J'ai à peine dormi. Je suis resté allongé dans le noir à penser à Léo, qui avait commencé lentement, prudemment, à s'installer chez mon père, qui dormait mieux, mangeait plus, qui était rentré de la maternelle la semaine dernière et avait parlé de sa maîtresse pendant 45 minutes sans interruption. Chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. J'ai pensé au garçon sur la photo devant l'appartement d'Écully, l'autre fils de Julien. J'avais commencé à penser à lui à ce moment-là, non pas avec colère, car cet enfant n'avait rien fait, mais avec une tristesse particulière pour lui, en me disant que l'homme qui lui tenait la main était le même qui m'avait jeté à terre dans une cuisine. Le matin de l'audience, j'ai porté un blazer bleu marine sur une chemise blanche, j'ai attaché mes cheveux en arrière, je me suis assise à la table de la partie civile à côté de Maître Moreau, et j'ai attendu. Julien est entré avec Maître Girard. Il avait l'air différent, aminci d'une manière qui n'était pas saine,
avec cette pâleur particulière de quelqu'un qui a dépensé toute son énergie dans la colère. Il m'a regardé une fois en s'asseyant, puis a détourné le regard. Ce qui s'est passé au cours des 4 heures suivantes n'a pas été dramatique au sens cinématographique. Il n'y avait pas de musique dramatique ni d'assemblée haletante. Il y avait une magistrate nommée la juge Véronique Blanc, qui portait des lunettes de lecture, posait des questions précises et ne semblait pas impressionnée par le vocabulaire de Maître Girard sur mon instabilité émotionnelle. Il y avait les chiffres de l'expert comptable exposés noir sur blanc. Il y avait le rapport du docteur Lefebvre. Il y avait Maître Moreau présentant les relevés de virements bancaires de mes comptes vers Horizon Solutions Essentielles, le bail d'Écully au nom de Camille Dubois, et les dossiers montrant l'enfant inscrit dans une école maternelle sous le nom de Julien Laurent indiqué comme parent. Il y a un moment que je n'oublierai jamais. La juge Blanc a regardé Julien par-dessus ses lunettes de lecture et lui a demandé, sur un ton totalement neutre, s'il pouvait expliquer les transferts du compte marital joint vers une SARL dont il prétendait n'avoir aucune connaissance. Julien a regardé son avocat. Maître Girard a fait un petit mouvement de la main. Julien a dit qu'il avait fait des investissements par l'intermédiaire d'un tiers. La juge Blanc a demandé, des investissements dans quoi? Julien a répondu, des opportunités immobilières. La juge Blanc a dit, je vois, et a noté quelque chose. La garde provisoire m'a été accordée cet après-midi-là, dans l'attente de l'audience complète. Julien a obtenu un droit de visite médiatisé, 2 heures par semaine, dans un point rencontre. Le gel des avoirs a été maintenu. Maître Moreau m'a dit par la suite que la procédure complète prendrait probablement encore 3 à 4 mois, et qu'elle était très confiante quant à notre dossier. Je suis sorti du palais de justice par un froid après-midi de février et j'ai appelé mon père. Il a décroché avant la fin de la première sonnerie. Je pouvais entendre Léo en arrière-plan demander si maman avait appelé. Dis-lui que oui, ai-je dit. Dis-lui que maman a appelé. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles, pas de façon dramatique ou aiguë, mais d'une manière longue et exigeante. J'ai fait des allers-retours entre Dijon et Lyon pour des rendez-vous avec la justice. J'ai pris des gardes d'infirmières partout où je pouvais en obtenir, et j'ai payé à mon père un loyer symbolique qu'il a mis dans une enveloppe et m'a rendu à Noël. Léo est entré au CP dans une école à 3 rues de chez mon père et s'est fait un meilleur ami nommé Mathis, qui était passionné par les volcans. Voir mon fils devenir quelqu'un qui avait un meilleur ami obsédé par les volcans était l'une des choses qui m'a fait tenir le coup quand les procédures se passaient mal. Julien, par l'intermédiaire de Maître Girard, a continué d'essayer de retourner la situation. Il a suggéré dans ses conclusions que j'éloignais Léo de son père, que j'avais fabriqué des preuves d'abus financiers, que l'expert comptable opérait en dehors des règles déontologiques. Maître Girard était un avocat compétent et il n'abandonnait pas facilement. Maître Moreau était meilleur, et elle n'abandonnait pas du tout. Le procès complet était prévu pour mai. D'ici là, grâce à l'enquête, nous avions confirmé des informations supplémentaires. Camille Dubois savait depuis au moins 18 mois que Julien était marié. Elle avait signé des documents pour la SARL Horizon en tant que gérante, ce qui signifiait qu'elle avait agi comme une participante consentante au montage financier. Maître Moreau l'a ajouté à une plainte civile distincte pour complicité de fraude financière. Lorsque cette plainte est tombée, quelque chose a craqué. Camille Dubois a engagé son propre avocat, et cet avocat, 3 semaines avant le procès, a contacté Maître Moreau avec une offre. Sa cliente, selon l'avocat, était prête à fournir un compte rendu complet et signé de toutes les transactions effectuées via Horizon Solutions Essentielles, y compris les dates, les montants et les motifs, en échange du statut de collaboratrice de justice. Plutôt que de co-accusée principale dans l'affaire civile. Mon avocate m'a appelé. Elle est prête à témoigner, a dit Maître Moreau, de tout cela. Elle dit que Julien lui avait affirmé que vous étiez déjà séparés lorsqu'ils se sont mis ensemble. Elle dit qu'elle n'a pas connu toute l'ampleur de la situation avant la création de la SARL, mais qu'elle en savait assez, et elle est prête à le mettre par écrit. J'ai réfléchi à cela pendant un moment. J'ai pensé à cette femme d'une vingtaine d'années qui avait cru à la version qu'un homme donnait de son mariage, ou qui avait choisi d'y croire, ou qui avait cessé de se soucier de la vérité en cours de route. J'ai pensé à son fils, le fils de Julien, qui avait maintenant 3 ans, et dont la vie était également bouleversée par le mensonge que son père avait construit. J'ai dit, dites à son avocat que nous acceptons. Ce que Camille a fourni a été, comme l'a dit mon avocate, le point d'orgue de l'affaire. Un compte rendu signé et détaillé de la façon dont mon argent avait circulé, de sa destination, et de ce qu'il avait financé. Julien avait dit à Camille,
selon ses dires, que l'argent lui appartenait et provenait d'un dédommagement qu'il ne pouvait pas divulguer. Elle l'avait cru, ou du moins en grande partie. Lorsqu'elle avait cessé de le croire, elle avait déjà signé assez de documents pour se sentir impliquée. Le procès a duré 3 jours. J'ai témoigné pendant la majeure partie de la 2e journée. J'ai dit la vérité avec assurance et de manière exhaustive, comme je m'y étais préparé avec mon avocate, sans chercher à faire le spectacle et sans m'excuser. L'avocat de Julien m'a interpellé à plusieurs reprises sur la question de savoir pourquoi j'étais resté dans ce mariage si les conditions étaient celles que je décrivais. J'ai répondu honnêtement, parce que j'avais cru que ça s'arrangerait, puis parce que j'avais eu peur, puis parce que je pensais que partir ferait du mal à Léo, et enfin parce que mon fils s'était assis sur le sol de la cuisine, m'avait tendu un téléphone et avait dit « Papy arrange les choses ». Il y avait une femme au 2e rang du public qui a couvert sa bouche quand j'ai dit cela. Le verdict sur les accusations pénales violence volontaire, escroquerie financière, fraude bancaire est tombé un jeudi après-midi. Julien a été condamné à 42 mois de prison ferme pour les violences et l'escroquerie, avec de lourds dommages et intérêts au civil. Camille Dubois a été condamnée à une peine avec sursis et a obtenu le statut de collaboratrice, avec 5 ans de mise à l'épreuve. Elle a déménagé, m'a-t-on dit plus tard, à Toulouse avec son fils. Je ne lui souhaitais pas vraiment de bien, mais je ne lui souhaitais pas non plus de mal. La mère de Julien, Elisabeth, était présente pour le verdict. Elle a quitté la salle d'audience sans me regarder. Je n'avais pas besoin qu'elle me regarde. Je suis sorti du tribunal pour la 2e fois, cette fois par un après-midi de mai véritablement chaud, la belle chaleur printanière de la région lyonnaise. Et mon père m'attendait au bas des marches avec Léo, à qui on avait dit que nous allions sortir pour fêter quelque chose d'important. Léo a couru sur les marches et a attrapé mes mains. « Est-ce qu'on a gagné, maman ?» a-t-il demandé. J'ai regardé mon fils, élève de CP, transporteur de Doudou Lapin, ami de Mathis qui aime les volcans, le garçon qui s'était assis sur le sol d'une cuisine, s'était blotti sous mon bras et m'avait tendu un téléphone. « Oui », ai-je dit. « On a gagné. »« On peut manger une pizza ?» a-t-il demandé. Mon père a ri. Le son de son rire s'est envolé dans l'air de mai, et je m'y suis accroché. C'était il y a 2 ans. Il y a des choses que je sais maintenant et que je ne savais pas à l'époque, des choses que je veux dire à quiconque est allongé sur un sol quelque part, en train de compter ses respirations et de se dire qu'il peut gérer la situation. La première est que le silence ne protège jamais personne. Je suis resté silencieuse pendant 3 ans parce que je croyais que le silence maintiendrait la paix, protégerait Léo, et espacerait les explosions de Julien. Ça n'a jamais été le cas. Le silence nourrissait la bête. Elle grandissait dans le calme. La seule chose qui y a mis fin a été la nuit où j'ai cessé de me taire, la nuit où mon fils m'a tendu un téléphone et où j'ai appelé mon père, c'est-à-dire la seule chose qui a arrêté ça, a été de demander enfin de l'aide. La deuxième chose est que vous ne pouvez pas rester pour vos enfants. J'ai cru pendant longtemps que partir ferait plus de mal à Léo que de rester. Je le regarde maintenant, en CE1, plus grand, plus bruyant, qui s'endort sans peur et parle de sa maîtresse, de son meilleur ami et de ses opinions sur les dinosaures avec une assurance que je ne lui connaissais pas auparavant, et je comprends que ce dont les enfants ont besoin, ce n'est pas d'un foyer intact. Ils ont besoin d'un parent qui n'a pas peur. La troisième chose, et c'est celle à laquelle j'ai le plus pensé, c'est que ce qui se passe après vous appartient également, c'est à vous de le façonner. La guérison n'est pas passive. Je la choisis activement chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses. J'ai repris mon travail d'infirmière à temps plein dans un hôpital pédiatrique de Dijon. J'ai rejoint un groupe de parole pour les victimes de violences conjugales, et après y avoir assisté pendant 1 an, j'ai commencé à co-animer les séances. Je me suis assise avec des femmes dans des salles qui sentaient le café et la moquette d'institution, j'ai écouté des histoires qui étaient différentes de la mienne et en même temps exactement comme la mienne. Et je leur ai dit ce que mon fils m'avait appris, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est l'instinct le plus puissant que nous ayons. C'est ce qui nous sauve quand nous l'autorisons enfin. L'automne dernier, mon père a construit pour Léo un carré potager surélevé dans le jardin. Ils ont planté des tomates ensemble, de la façon dont mon père a toujours cultivé ses tomates, et Léo est rentré à l'intérieur avec de la terre sur les genoux et une expression de fierté absolue, en disant qu'ils allaient avoir les meilleures tomates de tout le quartier. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la cuisine et je les ai regardés dans la lumière de fin d'après-midi. Mon père avec sa main sur l'épaule de mon fils, lui montrant comment tasser la terre autour de la base de la plante,
et j'ai repensé à la nuit où je l'ai appelé depuis le sol de cet appartement, à la façon dont il a dit « Quelle est l'adresse, ma chérie ?» À la façon dont il n'a pas hésité. Je suis quelqu'un qui sait, maintenant, ce qu'elle vaut. Je l'ai appris à la dure, à travers la perte, la peur et une longue convalescence qui est toujours en cours, qui sera probablement toujours en cours à bien des égards, mais je le sais. Ma valeur n'est pas négociable. La sécurité de mon fils n'est pas négociable. La vie que je construis pièce par pièce, jour après jour, plan de tomate par plan de tomate, est la mienne. Personne ne me la reprendra jamais. Si une partie de ce que j'ai partagé aujourd'hui fait l'écho à quelque chose que vous traversez en ce moment, s'il vous plaît, ne le portez pas seul. Parlez-en à quelqu'un. Appelez quelqu'un. Laissez quelqu'un venir vous aider. L'appel que vous avez peur de passer pourrait être celui qui changera tout. Ça l'a été pour moi.